Bonjour à tous et bienvenue à l'avant-dernier module de ce cours. Aujourd'hui, nous étudierons l'effet d'un écoulement constant et uniforme sur des corps de formes différentes. Calculer les forces créées par un écoulement est important dans l'ingénierie structurelle et hydraulique. D'une manière générale, si on place un obstacle dans un champ de vitesse uniforme, l'écoulement bidimensionnel qui se développera autour de celui-ci sera en fine couche. Cette couche aura une grande variation de vitesse. C'est ce qu'on appelle la couche limite et elle est due à la viscosité du fluide. En outre, l'écoulement se sépare derrière l'objet, générant ainsi de nombreux tourbillons dans son sillage. Lorsqu'un corps se déplace à travers un fluide stationnaire ou lorsqu'un fluide s'écoule devant un corps, le fluide exerce une force résultante. La composante de cette force résultante, qui est parallèle à la vitesse du courant libre, est appelée force de traînée. Nous allons également voir la force de portance, qui est la composante de la force résultante perpendiculaire à un flux libre. La majeure partie de la traînée de frottement provient du sillage, car la ligne de courant se sépare derrière l'obstacle et développe des tourbillons tout en diminuant la pression dans cette région. Ne vous inquiétez pas, nous verrons le tout en détail dans ce module. Dans ce module, nous définirons les notions de force de traînée et de portance. Par la suite, nous verrons les équations pour les estimer et évaluer leur impact sur différents objets. Considérons un cylindre autour duquel s'écoule un fluide. Un vrai fluide a une viscosité et donc il aura tendance à former une couche limite en raison de son adhérence à la surface du cylindre. Ce phénomène s'appelle l'effet Coanda. Son nom vient de l'ingénieur romain qui l'a étudié. Voyons en détail le comportement de l'écoulement. L'écoulement part du point de stagnation en A et forme ensuite une couche limite laminaire sur le cylindre. Le fluide se déplace autour de la surface avec une vitesse croissante. Cela produit un gradient de pression positif et donc une diminution de la pression dans la région AB'. Ici, l'écoulement doit surmonter l'effet de traînée du frottement visqueux dans la couche limite. La vitesse maximale et la pression minimale se produisent au point B'. Au fur et à mesure que la couche limite continue de croître en épaisseur en aval du point B', un gradient de pression négatif et donc une augmentation de la pression se produit en raison de la diminution de la vitesse. Au point C', on a une séparation de l'écoulement avec le cylindre car la vitesse des particules plus lentes légèrement au-dessus de la surface est réduite à 0. Au-delà de C', l'écoulement à l'intérieur de la couche limite commence à reculer et à se déplacer dans la direction opposée à l'écoulement libre. Cela formera finalement un vortex qui se détachera du cylindre. Une série de ces tourbillons ou vortex produiront un sillage dont l'énergie finira par se dissiper sous forme de chaleur. La pression dans le sillage est relativement constante et la résultante de toute la pression autour du cylindre produira la traînée de pression que l'on note FDP sur la figure. Si l'écoulement à l'intérieur de la couche limite est complètement turbulent, la séparation se produira plus tard
que si l'écoulement de la couche limite est laminaire. En effet, dans une couche limite turbulente, le fluide est agité et a donc plus d'énergie cinétique que pour une couche limite laminaire. En conséquence, le gradient de pression négatif mettra plus de temps à arrêter l'écoulement et donc le point de séparation se situera davantage en arrière sur la surface. Au final, la résultante de la distribution de pression turbulente, FdP-T, créera une traînée de pression plus faible que dans le cas d'une distribution de pression laminaire, FdPL. Si un fluide a une vitesse stable et uniforme U et qu'il rencontre une obstruction, alors le fluide exercera à la fois une contrainte de cisaillement tangentielle visqueuse et une pression normale sur la surface. Ces deux forces sont directement liées aux distributions des contraintes agissant sur l'objet. Donc, souvenez-vous bien, la force de traînée est une force agissant parallèlement à l'écoulement, alors que la force de portance agit dans une direction perpendiculaire à l'écoulement. Considérons un élément d'air dA. Cet élément est une partie de la surface qui obstrue un flux. On peut donc décomposer les forces produites par τ et P avec leurs composantes horizontales X et verticales Y. On sait que la force de traînée va agir dans la direction d'écoulement. La portance est la force qui agit perpendiculairement à l'écoulement. Ces forces peuvent donc être obtenues en intégrant les forces τ et P sur toute la surface de l'objet obstruant le flux. On peut faire ces intégrations si la distribution de τ et de P sont connues. Pour obtenir à la fois la portance et la traînée, la plaque doit être orientée selon un certain angle par rapport à l'écoulement ou à un corps ayant une surface incurvée ou irrégulière. Il faut que ça soit soumis à la fois à la portance et à la traînée. Pour mieux comprendre comment ces forces sont créées, nous allons considérer un écoulement uniforme sur la surface d'un long cylindre. Nous avons dit que les intégrales peuvent être effectuées si les distributions de τ et de P sont connues. Cependant, généralement, ces distributions sont difficiles à obtenir. Alors vous me direz, comment faire? Nous allons voir comment nous y prendre pour les obtenir et pouvoir ainsi estimer les forces de traînée et de portance. Une méthode simple pour trouver la traînée et la portance consiste à les mesurer directement de façon expérimentale. C'est la méthode la plus simple. Voyons comment faire pour déterminer la force de traînée. Voici la procédure standard en mécanique des fluides pour exprimer la traînée. On considère les termes de pression dynamique du fluide, la surface projetée du corps dans le flux de fluide, c'est AP, et le coefficient de traînée qui est lui sans dimension, nommé CD. La valeur de CD est déterminée à partir d'expériences, normalement effectuées sur un prototype ou un modèle placé dans une soufflerie ou dans un canal. En général, ce coefficient dépend du nombre de Reynolds associé à l'écoulement. Les valeurs expérimentales du CD pour un écoulement autour d'un long cylindre lisse, c'est la courbe en bleu, et d'un cylindre rugueux, c'est la courbe en verte, sont représentées sur ce graphique. Ils dépendent du nombre de Reynolds. Notez aussi qu'on y retrouve les coefficients de traînée pour une sphère lisse qui est la courbe en rouge.
On peut remarquer que lorsque le nombre de Reynolds augmente, le coefficient CD diminue jusqu'à atteindre une valeur relativement constante, située à environ un nombre de Reynolds de 10 exposé en 3. On a une chute soudaine du CD à des nombres de Reynolds élevés à droite du graphique, car la couche limite sur la surface passe de laminaire à turbulente et provoque ainsi un point de séparation. L'écoulement se produira plus à l'arrière du cylindre. L'écoulement autour de corps de formes différentes ressemble à celui autour d'un cylindre et d'une sphère. Des expériences ont montré que pour de grands nombres de Reynolds, généralement de l'ordre de Reynolds supérieur à 10 exposé en 4, le coefficient de traînée CD est assez constant pour de nombreuses formes. En effet, le flux se sépare aux arêtes vives du corps et devient ainsi bien défini. Puisque le coefficient de traînée est relativement constant pour des écoulements avec un nombre de Reynolds supérieur à 10 000, on peut souvent utiliser des valeurs typiques de CD pour plusieurs formes. En voici quelques exemples. Voyons un premier exemple. Le plat hémisphérique de la figure suivante est soumis à une vitesse de vent uniforme de 15 mètres par seconde. Déterminez le moment de la force créée par le vent sur le plat autour de la base du poteau en A. Les valeurs à utiliser pour la densité et la viscosité du fluide vous sont données. Pour débuter, on doit calculer le nombre de Reynolds à l'aide de la densité, de la vitesse, du diamètre du plat hémisphérique et de la viscosité. On obtient un nombre de Reynolds de presque 1 million, ce qui est largement supérieur à 10 000. On peut donc utiliser les coefficients de traînée présentés dans la figure de la diapositive 12. Voici la forme correspondante au plat en question. Son coefficient de traînée pour la face non arrondie est de 1,4. Nous allons utiliser cette valeur pour nos calculs de force de traînée résultante. Comme nous l'avons vu, la force de traînée est le produit du coefficient CD, de l'air projeté de la surface qui fait face à l'écoulement, ainsi que de la pression dynamique du fluide. Dans ce cas, puisque la surface qui fait face à l'écoulement est plane, nous pouvons simplement prendre l'aire du cercle ayant un diamètre D de 1 mètre. La force de traînée résultante obtenue est de 148,44 newtons. Puisqu'on assume que la résultante de cette force agit au centre de la surface du plat, on peut calculer le moment résultant produit à la base en multipliant la force obtenue par la longueur de 3 mètres. Ainsi, on obtient un moment de 445 newtons-mètres. La voiture de sport et le conducteur de la figure ici ont une masse totale de 1,5 tonnes. La voiture roule à 11 mètres par seconde lorsque le conducteur met la transmission au point mort et laisse la voiture rouler librement, jusqu'à ce qu'après 40 secondes, sa vitesse atteigne 10 mètres par seconde. Déterminez le coefficient de traînée de la voiture en supposant que sa valeur est constante. Négligez le roulement et les autres effets de résistance mécanique. La surface avant projetée de la voiture est de 2 mètres carrés. Pour débuter, on peut tracer le diagramme de corps libre de la voiture. On remarque ici qu'il n'y a qu'une seule force dans la direction horizontale, soit la force de traînée. Cette force sera donc responsable de la décélération de la voiture. On sait aussi que la force de traînée est calculée à l'aide du coefficient CD, de l'aire de la surface et du terme de pression dynamique du fluide.
On peut également exprimer l'accélération de la voiture en termes de variation de sa vitesse en fonction du temps. Ainsi, si on transfère le terme dt du côté gauche de l'équation et qu'on résout les intégrales en fonction du temps à gauche et de la vitesse à droite, on obtient une équation nous permettant de calculer le coefficient CD. En substituant tous les termes connus ou donnés dans l'énoncé, on peut calculer ce coefficient qui est de 0,277. Une autre application courante de l'équation de force de traînée consiste à trouver la vitesse à l'état d'équilibre d'un corps qui tombe à travers un fluide. Lorsqu'un corps tombe, il accélère sous l'action de la gravité. À mesure que la vitesse du corps qui tombe augmente, la force de traînée augmente jusqu'à ce qu'elle soit égale à la force nette vers le bas, soit la force due au poids moins la force de flottabilité. Une fois les forces équilibrées, le corps se déplace à une vitesse constante, appelée vitesse limite, représentant la vitesse maximale atteinte par un corps qui tombe. Pour trouver la vitesse limite, il faut équilibrer les forces agissant sur l'objet, puis résoudre l'équation qui en résulte. Voici un exemple. Une bille de 0,5 kg a un diamètre de 100 mm et est libérée dans le réservoir d'huile ci-dessous. Déterminez la vitesse limite de la bille lorsqu'elle tombe vers le bas. Puisque l'équilibre se produit lorsque la balle atteint la vitesse terminale ou limite, on peut dire que la somme des forces agissant sur la balle est égale à 0 au moment où celle-ci atteint la vitesse limite. Comme illustré sur le DCL, le poids de la balle agit vers le bas, alors que la force de flottabilité FB et la force de traînée FD agissent vers le haut. La prochaine étape consiste à exprimer les forces comme nous l'avons vu précédemment. Le poids est donné par la masse multipliée par la constante gravitationnelle. La force de flottabilité est donnée en multipliant le poids spécifique du fluide avec le volume que la balle déplace dans celui-ci. Et finalement, la force de traînée est obtenue à l'aide du coefficient CD, de l'air projeté de la balle et de la composante de pression dynamique du fluide. En substituant tous les termes par leur valeur, on peut isoler les deux inconnus, soit la vitesse terminale et le coefficient de traînée CD. Nous savons que le coefficient CD dépend du nombre de Reynolds. Il faut donc le calculer pour estimer CD. On trouve un nombre de Reynolds équivalent à 2500 fois la vitesse terminale VT. Rendu ici, on se retrouve avec deux équations à résoudre. On va devoir faire un processus itératif. En premier, on va supposer une valeur de CD, puis on calculera VT en utilisant l'équation. Ce résultat sera ensuite utilisé dans la deuxième équation pour calculer le nombre de Reynolds. En utilisant cette valeur dans la figure, on pourra obtenir la valeur correspondante de CD. Si elle n'est pas proche de la valeur supposée, il faudra répéter la même procédure jusqu'à ce qu'elle soit approximativement égale. Les itérations effectuées sont notées dans le tableau. On commence par assumer un CD de 1, ce qui donne une vitesse de 0,2825 mètres par seconde et un nombre de Reynolds de 706. Ceci correspondait à un coefficient CD de 0,55, qui est considérablement différent de celui qu'on a assumé, c'est-à-dire 1. On recommence. Le processus se poursuit jusqu'à ce que le coefficient trouvé à l'aide du nombre de Reynolds soit proche de celui qui a été assumé. C'est le cas dans la troisième itération. On peut donc s'arrêter là et prendre la vitesse comme réponse finale.
La vitesse limite de la balle sera d'approximativement 0,4 mètres par seconde. Voyons un quatrième exemple. Le coefficient de traînée d'une voiture est de 0,28 et sa surface projetée dans le courant d'air, 20 C, est de 2,5 mètres au carré. Déterminez la puissance que le moteur doit fournir pour maintenir une vitesse constante de 160 km/h. La densité de l'air est de 1,202 kg par mètre cube. On commence par tracer le diagramme de corps libre de la voiture. Cela nous permet de voir que les deux seules forces horizontales sont la force du moteur F et la force de traînée FD. De plus, on en profite pour transformer la vitesse de 160 km/h en mètres par seconde, ce qui nous donne 44,44 mètres par seconde. On sait aussi comment calculer la force de traînée. On peut donc substituer tous les paramètres connus. On trouve que la force de traînée agissant sur la voiture à cette vitesse sera de 831 newtons. Évidemment, puisque la vitesse est constante et qu'il n'y a que deux forces horizontales en jeu, on trouve que la force que le moteur doit exercer pour faire avancer la voiture à une vitesse constante de 160 km/h est d'aussi 831 newtons. Finalement, pour trouver la puissance, il suffit de multiplier la force F par la vitesse. Le moteur doit donc fournir 36,9 kW. La force de traînée peut être réécrite comme la somme de deux intégrales, soit la traînée de frottement et la traînée de forme. La forme, ou cas optimal, se produit lorsque la traînée totale, qui est une combinaison de la traînée de pression et de la traînée de frottement, est minimale. L'écoulement autour d'un corps de forme irrégulière peut être complexe, de sorte que la forme optimale pour tout corps profilé doit être déterminée par des expériences. De plus, une conception qui fonctionne bien dans une plage de nombre de Reynolds peut ne pas être aussi efficace dans une autre plage. En général, pour les nombres de Reynolds faibles, le cisaillement visqueux créera la composante maximum de traînée et pour des nombres élevés, la composante de traînée de pression dominera. Afin de réduire la force de traînée, nous aurons souvent recours à des formes ayant des profils aérodynamiques, comme illustré sur la figure. De cette façon, les lignes de courant sont en mesure de contourner l'objet plus facilement et cela crée ainsi une force de résistance plus faible. La force de traînée sera aussi impactée par l'angle d'attaque créé entre les lignes de courant et la corde de l'objet. La corde est une ligne droite imaginaire joignant le bord d'attaque et le bord de fuite d'un profil aérodynamique, tel que montré sur la figure. Notez qu'à mesure que alpha augmente, le point de séparation du flux se déplace vers le bord d'attaque, ce qui entraîne une augmentation de la traînée de pression, car l'inclinaison de l'aile projette une plus grande surface de son côté inférieur dans le flux d'air. De plus, la pression sur le côté supérieur sera diminuée. Je vous invite à regarder cette courte vidéo afin de voir comment les composantes de la carrosserie et la forme d'un véhicule influencent la consommation de carburant. Au fil des ans, il est devenu important de réduire la traînée aérodynamique des voitures, autobus et camions pour réduire la consommation de carburant. Bien que ce soit limité par des restrictions de longueur du véhicule, il est possible de réduire le coefficient de traînée pour les voitures en redessinant leur profil avant et arrière, en arrondissant les surfaces avant des rétroviseurs extérieurs, en encastrant les poignées de porte, en éliminant les antennes extérieures et
en arrondissant le coin du corps. Les camions modernes ont des grilles arrondies à l'avant, des jupes le long du bas de leur côté et un carénage de toit qui, s'il est correctement installé, réduira la traînée et entraînera des économies de carburant d'environ 6%. L'effet d'un fluide qui s'écoule sur la surface d'un corps crée non seulement une traînée sur le corps, mais peut également créer un effet de portance. Rappelez-vous, la traînée agit dans le sens du mouvement du courant, tandis que la portance agit perpendiculairement à celui-ci. Voyons une vidéo pour voir en détail la portance, notamment la façon dont elle est liée à la répartition de la pression autour des profils aérodynamiques. La vidéo donne également quelques explications sur la portance, comme le principe de Bernoulli et de la troisième loi de Newton. La circulation est un aspect clé de la portance. En outre, la force de portance varie avec l'angle d'attaque du profil aérodynamique, ce qui explique pourquoi les avions de voltige utilisent des profils aérodynamiques symétriques, et comment le décrochage peut entraîner une dangereuse perte de portance. Considérons un écoulement autour d'un corps. Un corps aérodynamique est souvent fabriqué pour que la portance soit plus grande que la traînée. L'exemple le plus connu est le profil d'aile d'un avion. Le phénomène de portance, produit par un profil aérodynamique ou une aile, peut s'expliquer de différentes manières. Le plus souvent, l'équation de Bernoulli est utilisée pour le faire. Fondamentalement, plus la vitesse est élevée, plus la pression est faible, et vice-versa. En outre, la somme des deux composantes est constante, telle qu'illustrée par l'équation. Étant donné que l'écoulement sur le haut le plus long d'un profil aérodynamique est plus rapide que celui du bas, la pression sur le dessus sera plus faible que celle d'en bas, et donc la force résultante de ces distributions produit une force vers le haut qu'on appelle force de portance. L'équation nous permettant de calculer la force de portance est similaire à celle de la force de traînée. Il s'agit d'un produit de trois facteurs. On a un coefficient de portance CL, l'aire de référence APL et la densité multipliée par la vitesse carrée divisée par 2, soit, vous vous en souvenez, le terme de pression dynamique. On peut voir ici un croquis d'une aile. Voyons quelques définitions. La ligne qui connecte le bord d'attaque au bord de fuite est appelée la corde. On l'a déjà vu. La ligne qui connecte les points du milieu des faces supérieures et inférieures de la section du profil d'aile est appelée ligne de cambrure. L'angle alpha entre la corde et la direction d'écoulement, représenté par la vitesse U, est appelé angle d'attaque. La portance augmente linéairement en fonction de alpha jusqu'à une certaine valeur, à partir de laquelle elle va décroître subitement. Cette décroissance est due au fait que l'écoulement se sépare sur la surface supérieure de l'aile car l'angle d'attaque a une augmentation trop forte. C'est ce qu'on appelle le décrochage de l'aile. Voyons une vidéo pour voir ce qu'il se passe lors d'un décrochage. Le coefficient de portance CL peut être calculé analytiquement pour de petits angles d'attaque. Pour des angles plus grands, les valeurs de CL doivent être déterminées expérimentalement. Les valeurs de CL sont généralement tracées en fonction de l'angle d'attaque alpha, comme c'est montré sur la figure ici. Avec ces données et la surface plane de l'aile, la force de portance est calculée avec cette équation. Remarquez bien ce qu'il arrive à la portance à mesure que l'angle d'attaque augmente. Pour un profil aérodynamique correctement conçu,
le point de séparation de la couche limite sera près du bord de fuite de l'aile lorsque l'angle d'attaque est nul. Cependant, à mesure que alpha augmente, cela force l'air à l'intérieur de la couche limite à se déplacer plus rapidement au-dessus du bord d'attaque, ce qui fait avancer le point de séparation. Lorsque l'angle d'attaque atteint une valeur critique, un grand sillage turbulent sur la surface supérieure de l'aile se développe, ce qui augmente la traînée et fait chuter soudainement la portance. C'est le décrochage. Sur la figure, c'est le point ayant le coefficient de portance maximal, soit CL est égal à 1,5. Il se produit lorsque alpha est égal à 20 degrés, approximativement. Donc, le décrochage se produit lorsque l'angle d'attaque d'un profil aérodynamique dépasse la valeur qui crée une portance maximale en raison du flux d'air qui le traverse. À mesure que l'angle d'attaque augmente, la portance augmente jusqu'à un certain angle d'attaque appelé angle d'attaque critique. Après ce point, les ailes créent toujours de la portance, mais la quantité de portance créée est réduite et donc c'est le décrochage. Quand certaines personnes pensent au mot décrochage, elles pensent au calage du moteur. Mais ici, nous parlons bien d'un décrochage aérodynamique. Ça n'a rien à voir avec un moteur. Les décrochages se produisent lorsque le flux d'air normalement régulier sur l'aile se sépare de la surface supérieure des ailes. Voyons un exemple de portance et de décrochage. L'avion 4MG a des ailes qui mesurent chacune 6 mètres de long et 1,5 m de large. Il vole horizontalement à une altitude de 2 km avec une vitesse de 450 km/h. Déterminez le coefficient de portance. De plus, quel est l'angle d'attaque et la vitesse correspondante à laquelle le décrochage se produit? La densité à utiliser dans ce problème est de 1,007 kg par mètre cube. On commence par transformer la vitesse en mètres par seconde afin qu'elle soit compatible avec les unités utilisées dans les équations. On obtient une vitesse de 125 mètres par seconde. Pour deux ailes, l'air de référence correspond à 2 fois l'air de chaque aile, qui est obtenu en multipliant la longueur par la largeur des ailes. On obtient une aire de référence totale de 18 mètres carrés pour les deux ailes. Il ne reste plus qu'à substituer le tout dans l'équation de la force de portance. Dans notre cas, nous ne connaissons pas encore le coefficient CL. Pour le trouver, nous savons que la force de portance doit être égale au poids de l'avion. En substituant tous les termes, il ne nous reste plus qu'à isoler et calculer le coefficient CL pour lequel on obtient une valeur de 0,277. Pour la deuxième partie de la question, on demande quel est l'angle d'attaque et la vitesse correspondante à laquelle le décrochage se produit. La condition de décrochage se produit lorsque l'angle d'attaque est de 20 degrés et que le coefficient de portance est de 1,5. En utilisant la même équation pour la somme des forces verticales, on peut déduire la vitesse à laquelle le décrochage se produit, soit une vitesse de 53,72 mètres par seconde. Voici ce qui termine notre module 10. Bonne semaine à tous et bon travail.